On va commencer cette table ronde donc sur la loi El Khomri, dite loi travail, et les ordonnances Macron. Après, grosso modo, 150 ans de progrès social, on voit depuis une vingtaine d'années, aussi bien à droite que sur une partie des sociaux-démocrates qui se définissent comme de gauche, des attaques récurrentes sur le droit du travail. Mais on n'est plus simplement sur des petits ajustements sur le temps de travail, sur les salaires. On est sur une remise en cause complète des acquis sociaux et de l'organisation du travail en lui-même, par exemple en remettant en cause le principe du régime de faveur. Donc, on va avoir deux intervenants, Wilfried Pelletier, qui est un spécialiste, un expert auprès des comités d'entreprise et des CSE, et Julien Tempé, qui n'est pas encore arrivé, qui est avocat spécialiste en droit du travail, et qui lui interviendra sur la partie prud'homme et tout ce que ça a modifié depuis ces deux actes législatifs. Donc je vais passer la parole à Wilfried. Merci d'être venu, et à toi. Merci beaucoup. Effectivement, en guise d'introduction, puisqu'on doit parler de la fameuse loi travail, dite aussi loi El Khomri, et des ordonnances Macron de 2016 et 2017, transposition début 2018 dans le Code du travail des ordonnances Macron. Il faut bien avoir à l'esprit, peut-être pour introduire un peu toutes ces évolutions et les replacer dans un contexte plus large, que ces deux lois successives sont l'aboutissement d'un long processus. Tu as évoqué effectivement 150 ans de progrès social. Le fait est que à compter du moment où le contrat de travail a été reconnu en tant que tel dans la législation française, et donc il a reconnu que du fait de la subordination et du déséquilibre des parties, d'un côté les salariés, de l'autre les entreprises, il y avait nécessité de réguler les relations sociales et de créer un droit spécifique qui était le droit du travail, et qui allait progressivement, au fur et à mesure, globalement, des luttes sociales transposées et on va dire cristallisées dans la loi, évoluer vers un cadre de plus en plus protecteur qui va commencer par reconnaître les conventions collectives et leur rôle, reconnaître un certain nombre de droits de représentation des salariés dans les entreprises. On rappelle qu'en 1936, suite aux grandes grèves consécutives à l'élection d'un front populaire aux chambres, on a eu la reconnaissance des délégués du personnel. Après la Seconde Guerre mondiale, sous l'impulsion du Front antifascisme et du programme du Conseil national de la résistance, nous avons eu un certain nombre de lois sociales. On connaît très bien la création de la sécurité sociale par Pierre Laroque et Ambroise Croizat, mais du point de vue du droit des travailleurs dans l'entreprise, il y a la création des comités d'entreprise, et tout ceci va continuer avec, en mai 68, la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise, du droit syndical dans l'entreprise. 1982, après l'arrivée de la gauche au pouvoir, est une date charnière également, puisqu'il y a les fameuses lois Auroux qui vont avoir une conséquence, c'est qu'elles vont octroyer davantage de droits aux salariés et à leurs représentants dans les entreprises. Et donc le niveau de l'entreprise, qu'il faudra aussi définir ce qu'est une entreprise, mais ça c'est un autre sujet, on l'abordera peut-être après, va devenir de plus en plus le lieu d'élaboration des normes sociales. En 1982, on instaure simplement une obligation de négocier, une obligation annuelle, ce qu'on appelle la négociation annuelle obligatoire, l'acronyme ENAO, pour ceux qui ont l'habitude de ça, où on va imposer à l'employeur d'ouvrir des négociations avec les représentations syndicales dans les entreprises, mais c'est une simple obligation de négocier. Il n'y a aucune obligation d'aboutir à un accord collectif. Petit à petit, bien avec la révolution néolibérale,
le retrait de l'État des formes de régulation économique et sociale, on va de plus en plus privilégier le niveau de l'entreprise comme le niveau pertinent de régulation, on va dire des arbitrages économiques qui doivent être faits au niveau d'une nation. Et pardonnez-moi pour cet exposé un petit peu large et général, mais c'est pour comprendre un peu comment on arrive en 2016 puis en 2017 à avoir la loi El Khomri et les ordonnances Macron. Il y a un autre élément supplémentaire qui est l'Union européenne, puisque malgré tout, la loi El Khomri, comme les ordonnances Macron, ne sont pas tombées du ciel. Il faut savoir que régulièrement, il y a ce qu'on appelle le semestre européen. Donc le semestre européen, pour ceux qui ne savent pas, c'est que tous les mois, enfin tous les semestres, c'est le cas de le dire, les gouvernements membres de l'Union européenne sont tenus d'aller à Bruxelles et de convenir de leur agenda politique et de définir les mesures qu'ils vont appliquer. Bien entendu, Bruxelles intervient dans ce programme et exige, par exemple, que soit prise telle ou telle mesure. Par exemple, des réductions de déficit public, c'est ce qui est souvent le plus médiatisé. Mais à côté de ces éléments de maîtrise des déficits, il y a tout un tas de réformes qui sont suggérées, de mise aux normes pour harmoniser les marchés européens, d'ouverture à la concurrence de certains secteurs, mais également d'assouplissement des règles en matière du droit du travail. Et lorsque la loi El Khomri est présentée en Conseil des ministres, c'est parce que ça fait plusieurs semestres européens où le gouvernement Valls s'est engagé auprès des institutions européennes à mettre en œuvre une flexibilisation accrue du marché du travail. Donc ça, c'est pour le contexte général. Alors, sans être forcément trop long, quels changements vont impliquer ces lois successives, loi travail et surtout les ordonnances Macron de 2017. Elles vont mettre le doigt dans un engrenage qui était jusqu'à présent, qui existait depuis 82, mais qui était extrêmement réduit et restreint à quelques cas spécifiques. C'est ce qu'on a popularisé dans le langage comme l'inversion de la hiérarchie des normes. On dit aussi la remise en cause du principe du faveur. C'était qu'en matière de droit social, il y avait la primauté hiérarchique des principes de droit constitutionnel. Vous savez, par exemple, les droits de grève, le droit à l'emploi sont des droits qui sont inclus dans le préambule de la Constitution de 46, reprise dans la Constitution de 1958, sous l'empire duquel nous sommes. Et ensuite venaient les lois, les conventions collectives qui régulaient les relations dans les branches d'activité, et enfin les accords d'entreprise. Et cela signifiait très concrètement qu'un accord d'entreprise ne pouvait déroger à une norme supérieure que de manière plus favorable aux salariés. On était donc là dans une logique de progrès social. On peut faire mieux que la loi, on peut faire mieux que les conventions collectives, et éventuellement mieux que la Constitution, même si les principes sont très généraux. La loi El Khomri et les ordonnances Macron, c'est la remise en cause, c'est l'inversion de cette hiérarchie des normes qui dit que désormais, la régulation sociale s'élabore au niveau des entreprises. Et le fond du problème, c'est que on est dans un mode de régulation complètement libéral des relations sociales, puisque chaque entreprise va pouvoir définir ses règles. Il reste quand même un minimum, on va dire un service minimum de la loi, puisque le Code du travail, suite aux ordonnances Macron, prévoit désormais ce qu'on appelle les dispositions supplétives, c'est-à-dire à défaut d'accord collectif, l'employeur est tenu d'appliquer un certain nombre de règles minimales. Mais ces règles minimales sont en deçà des règles qui présidaient auparavant aux relations de travail. J'y reviendrai un peu plus tard sur les droits collectifs des travailleurs dans leur représentation, avec la fin des comités d'entreprise et la mise des comités d'entreprise, des délégués du personnel et des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, remplacés par une instance unique, CSE, qui a des pouvoirs parfois moindres, notamment en matière de conditions de travail. Et l'autre point étant que cet élément de régulation, on remet aussi en cause le verrouillage par les branches d'activité, puisque désormais les branches d'activité ne verrouillent les régulations sociales, c'est-à-dire ne donnent le là ou ont des dispositions supplétives dans les relations sociales que sur 13 thèmes,
tous les autres thèmes, il y a primauté de l'accord d'entreprise avec des possibilités d'ouvrir la voie à une concurrence accrue dans une même branche d'activité. Voilà, moi je refuse d'appliquer la convention collective de branche parce que j'estime que c'est trop coûteux. La loi dit simplement qu'il faut mettre en lieu et place un dispositif, un avantage au moins équivalent, mais sans préciser comment on peut calculer cette équivalence. Donc on peut très bien dire, j'ai une population que j'estime plus jeune, je ne vais pas appliquer la prime d'ancienneté conventionnelle, pour reprendre mon exemple, mais à la place, je vais financer l'ouverture d'une crèche. Pourquoi pas? Mais rien ne garantit qu'il y a une équivalence. Certains salariés qui touchaient cette prime d'activité peuvent être lésés et perdre en rémunération, et on ouvre à une voie qui est la voie classique de régulation sous l'empire néolibéral, qui est de dire c'est le marché qui doit réguler, et chaque entreprise va pouvoir faire sa loi. Je crois que l'ancien leader de Force ouvrière, Jean-Claude Maillet, avait une très bonne formule. Il nous disait on va aboutir à un code de travail par entreprise, comme si on avait un code de la route par ville. Vous voyez tous les problèmes que cela peut générer. Donc, suite aux ordonnances Macron, c'est véritablement cette logique fondamentale qui est inversée. Désormais, c'est l'accord d'entreprise qui prime, et chaque entreprise étant très différente, une grande partie d'entre elles n'ont pas de représentation syndicale, certaines ont des représentations syndicales qui sont très faibles, d'autres des représentations syndicales qui sont divisées. Voilà, donc même si désormais il faut qu'il y ait des organisations syndicales qui pèsent au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles pour avoir le droit de signer un accord collectif, pour qu'il entre en vigueur, il n'empêche que la loi prévoit aussi qu'on peut avoir une organisation syndicale minoritaire qui fait au moins 30% des voix, qui signe un accord, on y reviendra, les fameux accords de performance collective, qui peuvent permettre à une entreprise de revoir à la baisse la hausse du temps de travail, à la baisse la rémunération des salariés, sans que ceux-ci puissent s'y opposer, et s'ils ne sont pas d'accord avec cette remise en cause de leur contrat de travail, eh bien ils sont licenciés sans cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire que ça protège l'employeur de tout recours prud'homal. Donc là c'est un pas énorme, et donc on est dans ce système désormais qui s'ouvre, où tout doit être négocié au niveau de l'entreprise, et là-dessus, si vous êtes dans une entreprise, vous avez une tradition de lutte, une représentation syndicale un peu solide, ça peut tenir la route, mais ça va ouvrir le champ dans plein de petites entreprises où il n'y a pas de représentation syndicale à du moins 10 ans social, et à terme, si dans la même branche d'activité tous vos concurrents baissent les salaires, vous allez être tôt ou tard obligé de vous aligner. Donc ça en tout cas pour la première philosophie. Merci. Bon, vous êtes très nombreux, donc s'il y a des questions pour Wilfried, ne vous bousculez pas. À partir du moment où on a une règle néolibérale, cadrée par des textes européens, des institutions européennes qui poussent vers un retrait total de la force publique, de la régulation économique, mais aussi de la régulation sociale, nécessairement on se retrouve dans un système qui aboutit à faire de la concurrence le maître mot de tout. Donc effectivement, si on ne rompt pas à un moment ou à un autre avec ces dogmes et ces principes d'organisation, forcément c'est beaucoup plus compliqué de demander au niveau infra, y compris aux entreprises, de pouvoir trouver des alternatives, puisque nécessairement si les entrepreneurs subissent une concurrence féroce qui n'a pas de régulation et qui sont juste et seulement uniquement en France soumis à des règles extrêmement rigides, on peut comprendre qu'il y ait de la demande, en tout cas, d'être traité sur le pied d'égalité. Mais le pied d'égalité entendu à l'époque néolibérale et par la Commission européenne, c'est la dérégulation et rien d'autre chose. Alors qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, ça j'en suis convaincu, qui ne voient pas leur activité comme un élément de compétition pure, qui cherchent à construire et à développer une activité dans leur branche, et qui passe aussi par de la coopération avec les sous-traitants, avec d'autres entreprises prestataires, etc., et qui ne doit pas être nécessairement uniquement guidé par de la logique à court terme de profit. Ça, c'est le premier point. Ensuite, au niveau social,
Pour la partie que je maîtrise mieux, c'est-à-dire l'accompagnement des représentations du personnel en entreprise, on se retrouve dans un système où désormais les travailleurs ont perdu leur droit collectif à être représentés. Il en demeure une partie, mais beaucoup ont été érodés. On peut prendre un exemple très simple, c'est que les fameux comités d'entreprise qui ont été créés en 1945. Ces comités d'entreprise ont vu petit à petit, entre 45 et 82, et même un peu au-delà, leurs droits s'étendre. Désormais, avant la loi El Khomri, et même, il faudra remonter... on va laisser passer les pompiers. Il faudrait remonter Oui, donc, avant même la loi El Khomri, il y avait eu une loi qui s'appelait la loi Rebsamen. Alors, la loi s'appelait la loi de modernisation économique, LME, si je ne m'abuse. Et cette loi avait déjà modifié les droits à l'information-consultation des représentants du personnel dans les entreprises. Pour être très clair, auparavant, les comités d'entreprise devaient être, et doivent toujours d'ailleurs obligatoirement être informés et consultés par l'employeur sur un certain nombre de sujets. Par exemple, lorsqu'une entreprise est rachetée par une autre et que cette fusion a une certaine dimension. Il ne s'agissait pas d'un droit suspensif, puisque les comités d'entreprise, c'était uniquement consultatif, mais pour que l'employeur puisse mettre en œuvre son projet, y compris un rachat, le comité d'entreprise devait rendre. Et bien à partir auparavant, le comité d'entreprise n'avait pas véritablement de date limite pour rendre son avis. Et il pouvait jouer sur le fait qu'il ne s'estimait pas suffisamment informé, sur le fait qu'il y avait des zones d'ombre dans le dossier qui lui était présenté pour ne pas rendre d'avis et donc bloquer le processus. Alors c'était très embêtant pour les entreprises, mais ça crée un rapport de force en faveur des représentants du personnel qui pouvaient négocier leur restitution d'avis en contrepartie d'un certain nombre d'avantages et de garanties pour les travailleurs. Merci Wilfried pour cette réponse très intéressante. Alors tu l'as dit tout à l'heure, effectivement tous les chefs d'entreprise, tous les entrepreneurs n'ont pas forcément un problème avec le code du travail. Et il est notable que la plupart en fait des entreprises n'ont pas de représentation syndicale. Parce qu'en France, il y a à peu près 2 700 000 PME, auxquelles il faut ajouter en fait très peu d'entreprises intermédiaires, parce que c'est pas du tout une spécialité française, et grosso modo 1000 entreprises de plus de 1000. La grande majorité, 95% des entreprises ont moins de 50 salariés, en vérité, si on parle en termes d'unité juridique. Par contre, elles représentent entre 55 et 60% de l'emploi, seulement. Parce que les grands groupes embauchent une partie importante du salarié et à des salaires un peu plus élevés que dans les PME. Dans ces grands groupes, il y a des représentations syndicales, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, qu'on dépouille petit à petit de leurs droits, mais dans la réalité des faits, dans la plupart des entreprises, il n'y a pas de représentation syndicale, donc il n'y a pas de... comment dire, il y a un débat qui est différent entre l'entrepreneur, entre le chef d'entreprise et ses salariés, parce que ça ne se fait pas à travers des structures organisées par le législateur, ça se fait au quotidien. Moi, chef d'entreprise, j'ai pas de structure syndicale dans mon entreprise, mais je vois chacun de mes salariés tous les jours dans l'entreprise. Donc, les problèmes, ils ne se règlent pas dans un cadre formel. Ils se règlent quand on se croise le matin, quand on se voit l'après-midi, quand ils viennent taper à la porte de mon bureau, et on trouve une solution en direct. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que le législateur s'en mêle, au contraire, puisqu'on est dans un rapport contractuel. Il y a forcément un déséquilibre notable entre le salarié et le chef d'entreprise. L'un qui vend sa force de travail, l'autre qui la paye et qui donne l'ordre de travail. Donc, à un moment, il faut que le législateur vienne poser des limites dans ce rapport, que ça soit sur le salaire ou sur l'organisation du travail en lui-même. Ce qui est très étonnant, finalement, c'est que depuis une vingtaine d'années, le législateur se dépouille de son rôle de régulateur du monde du travail en disant on va laisser faire les entrepreneurs eux-mêmes. C'est comme si on confiait la garde du poulailler aux renards.
Mais non, mais évidemment que le renard est bien intentionné. Il n'y a aucun problème. Il ne va pas manger toutes les poules. Bon, donc on est exactement dans cette situation-là. Par contre, ce que ça crée, c'est que il n'y a pas qu'un problème, il n'y a pas qu'une attaque du droit du travail en lui-même, direct. Il y a aussi des attaques indirectes. Une chose dont on n'a pas parlé, par exemple, mais qui est très importante aujourd'hui, je pense, pour les PME, c'est le régime des indépendants. C'est qu'aujourd'hui, on a des startups qui arrivent sur des marchés qui vont très bien, un peu concurrentiels mais qui se portent bien, qui n'inventent rien, qui reprennent les mêmes procédés, mais qui, au lieu de prendre des équipes salariées, vont faire des contrats de sous-traitance avec des auto-entrepreneurs qui ne sont pas soumis au droit du travail, qui ne vont pas être embauchés sur un contrat de travail, donc pas de risque d'attaque au prud'homme, pas de droits syndicaux particuliers. Ça va même au-delà de ça, c'est que je vais donner un exemple. Moi j'ai une entreprise de transport, j'ai des obligations liées à mon activité de transport, de déclaration par rapport à un organe de régulation régionale, etc. C'est valable à partir du moment où j'ai des salariés, parce que toutes les déclarations passent par le nombre de salariés, leur contrôle au niveau de la médecine du travail, etc. À partir du moment où il n'y a plus de salariés dans l'entreprise, mais où on fait travailler un intermédiaire en sous-traitance, on n'a plus besoin des autorisations. Et on n'a plus besoin des assurances. Parce que du coup, chaque travailleur indépendant doit prendre sa propre responsabilité en tant que sous-traitant. Donc assurer son assurance, ses frais professionnels, etc., etc. Ce qui est terrible, c'est que, pour un exemple très concret, sur une rotation d'un chauffeur sur des services de parking aéroportuaire, on va avoir, je nommerai pas l'entreprise, mais ça se trouve assez facilement sur Internet. L'entreprise en question recrute ses chauffeurs de cette façon, elle les paye 10 € la vacation entre le site et l'aéroport. J'ai fait le calcul, j'ai regardé le temps que mettait un chauffeur à aller du site à l'aéroport, gérer le client, revenir de l'aéroport au site, en considérant que c'est fluide, que ça se fait d'affilée, qu'il n'y a pas de problème, pas de bouchon, pas d'accident, pas de client récalcitrant, tout se gère calmement. Le chauffeur va mettre grosso modo 1 heure pour faire une rotation et il gagne 10 € pour faire, puisqu'il est payé à la tâche, en plus c'est le retour du travail à la tâche, il va être payé 10 €. Si on retire ce que vont lui coûter ses frais, téléphone, assurance, etc., mais vraiment au minimum, si on retire ce qu'il va payer en tant qu'auto-entrepreneur sur ce qu'il touche, à la fin il va lui rester 6 €, c'est-à-dire moins que le SMIC. Donc ils se dégagent de toutes leurs responsabilités d'un point de vue code du travail. Ils réduisent leurs charges puisqu'ils payent pas d'assurance, pas de frais professionnels, et en plus ils arrivent à payer des travailleurs sous le SMIC, ce qui est quand même extraordinaire. Et ça, c'est l'État qui le crée et qui met en concurrence directe des gens qui sont censés déjà avoir un travail, puisque on nous a expliqué, rabâché, remâché en permanence que les auto-entrepreneurs c'était un revenu complémentaire, qu'ils avaient en général déjà un travail, etc. Avec des gens qui ont un travail sur des marchés qui se portent très bien, mais qui du coup sont totalement déséquilibrés, parce que derrière, évidemment, guerre des prix, c'est des startups qui arrivent. La startup en question, par exemple, elle a levé il y a 3 mois 13 millions € pour pouvoir ouvrir à Bruxelles et à Zurich. Et donc, elle va continuer de se développer, elle fait des campagnes de communication monstrueuses, et la douzaine de sociétés qui se trouvaient sur le marché pour le moment, qui fonctionnaient très bien et il y avait du travail pour tout le monde, aujourd'hui sont obligés de baisser leurs prix. Et donc, comme tu le disais, à un moment, quand ces entreprises vont se retrouver pris à la gorge parce que les prix auront trop baissé, qu'elles seront plus rentables, elles vont voir où est-ce qu'elles peuvent rogner. Sur quoi elles peuvent rogner? Évidemment, la première idée qui vient, parce que ça fait des dizaines d'années qu'on nous répète les charges qui pèsent sur les résultats des entreprises, la compétitivité, etc. Le premier réflexe, ça va être, tiens, les salaires. Et donc, qu'est-ce qu'on va remettre en cause? Par exemple, la majoration de travail de nuit, la majoration d'heures supplémentaires.
les majorations d'heures pour le travail en roulement, les primes, etc. On va commencer par revenir là-dessus, entreprise par entreprise. Et quand une aura mis le doigt dedans, et ça, on commence déjà à le voir dans un certain nombre de secteurs, quand une aura mis le doigt dedans, ben, soit les autres vont suivre et vont faire la même chose, soit elles vont couler. Elles n'auront pas le choix. Donc l'État met en concurrence les travailleurs indépendants, les travailleurs entre eux dans un même secteur d'activité, et en fait ne fait plus son travail de régulation. Il ne protège pas le salarié, il ne protège pas l'entreprise, puisqu'on les pousse au contraire à se bouffer entre elles. Donc c'est le Far West. Oui, je partage ce constat sur la question des auto-entrepreneurs et des sociétés type Uber, puisqu'ils ne sont pas seuls là-dedans, mais c'est devenu maintenant, c'est rentré dans le langage commun un peu comme Frigidaire à l'époque, sur cette ubérisation, et tu as raison de le souligner, c'est l'État qui instaure ça, qui permet ça. La loi L'Homme qui est en discussion actuellement à l'Assemblée nationale, donc c'est la loi qui est sur les mobilités, intègre la question des transporteurs qui fonctionnent via des applications avec une énorme flotte de travailleurs officiellement indépendants, souvent sous le statut d'auto-entrepreneur. Et la seule contrainte qu'on souhaite leur imposer, c'est de négocier des chartes sociales qui n'auront pas des valeurs d'accord collectif, donc ça ne sera pas une convention au sens du droit du travail, c'est simplement un engagement de bonne pratique, et en contrepartie, la loi les protégerait de toute requalification du contrat de travail, requalification qui se multiplie dans les pays, pas simplement en France, mais surtout dans les pays anglo-saxons, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Hier, il y a encore eu l'information comme quoi la Cour suprême de Californie a requalifié les chauffeurs Uber en tant que travailleurs salariés. Et là, on est dans un système où c'est l'État qui organise ça, de même qu'il organise par son inaction ou sa déconstruction de certaines régulations, la concurrence entre les entreprises, le fait de pouvoir prendre à la gorge pour certains grands groupes leurs sous-traitants, sans qu'il y ait véritablement d'efforts là-dessus. Sur matière de rémunération, de concurrence, on a déjà vu le phénomène. De toute façon, quand les ordonnances sont parues, je me rappelle que les Échos avaient publié un article dans lequel un des conseillers de la ministre du Travail s'exprimait et il disait très clairement ces ordonnances avaient pour but de faire pression à la baisse sur les salaires. C'était clairement leur objectif, et ça l'est encore, parce qu'ils considèrent, chiffres à l'appui macroéconomique, etc., que les salaires en France augmentent trop vite par rapport aux autres pays en Europe, et comme on est dans une zone monétaire intégrée, qu'il n'y a plus de moyens de réguler la concurrence par les salaires, par d'autres vecteurs, notamment en utilisant l'amortisseur budgétaire ou l'amortisseur monétaire, eh bien, on en est réduit à devoir, nous aussi, s'aligner vers le moins-disant social au niveau européen. Et c'est dans cette mécanique dans laquelle on est pris. Et il y aurait pourtant des moyens de faire autrement. Il y a une étude qui est parue qui a mis un pavé dans la mare. On sait très bien que les nombreuses exonérations de cotisations sociales, qui sont un peu un leitmotiv politique depuis le milieu des années 1990, qui consiste à dire le coût du travail est trop élevé, on va agir sur le salaire indirect, ce qu'on appelle aussi le salaire socialisé, c'est-à-dire baisser les cotisations sociales, et on a choisi de le faire souvent au niveau des bas salaires, parce que il y a une vulgate néolibérale qui dit que si vous êtes peu qualifié, votre travail doit coûter peu cher, parce que sinon on ne va pas vous embaucher. Et donc on a subventionné massivement le coût du travail au niveau du SMIC, du salaire minimum interprofessionnel de croissance, quitte à créer des trappes à bas salaire qui font que les entreprises, si elles augmentent d'1 € les salaires nets des SMICards, mathématiquement, leurs cotisations sociales vont progresser non pas de 1, mais de 1,1 ou 1,2. Donc vous y réfléchissez à 2 fois avant d'augmenter les bas salaires. Donc là, un premier problème. Et ces exonérations de cotisations qui coûtent un pognon de dingue, pour reprendre une expression fameuse, puisque simplement les exonérations sur les bas salaires, qu'on appelle les exonérations de Fillon dans le jargon, qui font qu'il y a exonération de cotisations progressive du SMIC jusqu'à 1,6 fois le SMIC, parenthèse 1,6 fois le SMIC, on est aux alentours de 1700 €. 1700 €, c'est le salaire médian, c'est-à-dire 50% de la population salariée, donc c'est énorme. Eh bien, ces
exonérations-là coûtent 20 milliards d'euros chaque année. 20 milliards d'euros, c'est un point de PIB. Vous y ajoutez les autres exonérations diverses et variées, on a encore 20 milliards. Le CICE, 20 autres milliards. On a 3 points de PIB. Quand vous voyez que, et c'est payé par le budget de l'État, hein, donc c'est puisque l'État est censé compenser le manque à gagner pour les caisses de sécurité sociale. Donc c'est de l'argent qui va directement dans les poches des entreprises. C'est censé stimuler la compétitivité. Ça profite essentiellement aux entreprises de services qui ne sont pas soumises à la concurrence internationale, la poste, les banques, la grande distribution, et ça profite très marginalement à l'industrie et aux PME. Donc là, on a vraiment un problème de ciblage de ces aides-là, et on reste toujours dans une logique où le fond du problème, c'est le coût du travail. Et là, syndicalement, je serais tenté de reprendre ce que dit souvent la CGT, puis qui elle dit oui, et si on parlait du coût du capital, puisque la plupart des entreprises qui sont cotées et celles qui ne sont pas cotées, qui sont souvent des sous-traitantes de ces grands groupes qui prennent en cascade la pression sur les coûts qui sont imposés par les marchés financiers et l'exigence de création de valeur salariale, se retrouvent dans une situation où, parce qu'il faut faire un minimum garanti pour le capital qui, quelle que soit la conjoncture, quelle que soit la variation des marchés, veut avoir un rendement garanti, eh bien, on se retrouve à faire que la variable d'ajustement, c'est l'emploi et les salaires. Tout à fait, merci Wilfried. Pour compléter ce que tu viens de dire, un salarié, à cause de la réduction fiante sur les cotisations, aujourd'hui, un salarié qui est payé au SMIC va avoir ce que va payer l'entreprise. Ça représente grosso modo 1200 € de salaire net, 340 € de cotisation patronale et 200 € de cotisation salariale. Donc on est sur 1700, 1800 €, parce qu'après ça dépend des taux de cotisation différents selon les entreprises. Si une entreprise paye un salarié 2000 € de net, avec des cotisations, le salaire salarial patronal est hors réduction filant, puisque là ça n'est plus touché, on sera aux alentours des 3700 € au total pour l'entreprise. Donc à peu près entre 3006 et 3007 selon pareil les taux qui varient. Donc on voit bien effectivement que mieux un salarié est payé dans l'entreprise, en fait plus l'entreprise est pénalisée. On a tout fait pour que les salaires soient maintenus le plus bas possible, et en revalorisant très peu, parce qu'en fait ça fait des années qu'on n'a pas donné et qu'on n'a pas fait d'augmentation supplémentaire par rapport à ce qu'était la loi. Je précise juste une chose, tu disais tout à l'heure l'État compense pour les caisses de sécurité sociale en partie, et on vient de faire sauter, le gouvernement Macron a fait sauter cette obligation de la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors qu'avant la loi obligeait l'État à payer ce qu'il devait aux caisses de sécurité sociale, aujourd'hui il n'en a plus l'obligation. Et on ne sait pas ce que ça a donné, parce que entre les baisses de cotisation qui ont été accordées là aux entreprises depuis le mois de janvier, les nouvelles qui vont, celles du mois d'octobre de l'année dernière, et les nouvelles qui vont arriver là en début d'année prochaine, je ne connais pas le chiffre, mais on doit être encore sur plusieurs centaines de millions d'euros, qui vont forcément finir par manquer aux caisses d'allocation familiale, maladie, etc., qui ne pourront plus assurer un financement normal, et on verra une remise en cause du régime tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des caisses qui sont indépendantes, qui sont gérées à parité par les syndicats patronaux et salariés, et dans lesquelles l'État ne peut pas mettre les mains en fait, parce qu'elles se gèrent toutes seules ces caisses de façon autonome. Donc on voit bien que c'est une remise en cause globale du système, aussi bien du travail, du financement de sa solidarité, de sa législation. Donc finalement, la réponse que la gauche peut apporter à cette problématique, c'est de réinvestir le champ du travail, de ne plus laisser les entreprises en concurrence entre elles de façon libre. Le fameux principe de la concurrence libre et non faussée, ça n'existe pas nulle part. Même les Américains font du protectionnisme. Donc, elles protègent leurs entreprises et elles protègent leurs salariés de l'extérieur. Nous, on est plus royaliste que le roi. On protège ni les entreprises ni les salariés. Ça, c'est la politique européenne que finalement on applique en France, parce que c'est ce que l'Allemagne nous a imposé, et c'est ce qu'elle est en train d'imposer à toute l'Europe, tout en faisant attention, elle, à ne quand même pas aller trop loin.
Donc, la réponse que la gauche peut apporter, et alors Julien qui vient d'arriver va pouvoir nous en parler après des difficultés pour pouvoir se garer. Bienvenue Julien. La réponse que la gauche peut apporter, c'est de réinvestir le champ du travail et de sa législation en considérant que l'État doit être le régulateur du rapport entre les salariés, les entreprises et surtout des entreprises entre elles, et ne pas considérer que ça va s'auto-réguler. Ça ne fonctionne pas. Donc, quel dispositif? Alors maintenant, ils ont tellement mis les doigts dedans que le champ est vaste, et je sais qu'en posant la question à Julien, il va avoir du pain sur la planche, mais aujourd'hui, quelles seraient pour la gauche les priorités si demain on revenait au pouvoir? Par quoi il faudrait commencer pour reconstruire en quelque sorte un équilibre dans le monde du travail? Une question facile pour commencer. Je pense que tout d'abord, quand on viendra au pouvoir, la première chose c'est quand même de rappeler l'autorité de la loi sur toutes les dispositions intermédiaires, que ce soit les conventions de branche ou les accords d'entreprise. C'est-à-dire que depuis la loi, alors il y a eu Rebsamen en 2015, il y a eu El Khomri en 2016 et Macron en 2017. Mais finalement, Macron il vient parachever une construction, mais le pire avait déjà été fait. Dans les ordonnances Macron, il y a aussi beaucoup de choses, évidemment, mais il n'aurait pas pu le faire directement si le terrain n'avait pas été préparé plusieurs années auparavant, malheureusement, par le gouvernement qu'on connaît. Donc, la première chose à faire, ce serait justement de rappeler que le Code du travail et les dispositions qu'on a mis en place pendant des décennies, elles ont autorité sur les rapports entre les employeurs et les salariés. Les employeurs et les salariés, ils peuvent évidemment aller plus loin. Ils peuvent aller plus que le salaire minimum, évidemment, ils peuvent aller plus que le paiement des heures supplémentaires, mais ils ne peuvent pas aller à remettre en œuvre, finalement, pour un gouvernement de gauche, c'est le rapport entre les travailleurs et les syndicats. On sait qu'aujourd'hui, il y a un problème qui vient sans doute en partie des syndicats, sans doute en partie de la société, mais il y a plein d'explications, c'est peut-être pas le sujet, mais on ne peut pas mener une politique véritablement offensive si on n'a pas des syndicats qui sont derrière. Donc il faut véritablement relancer une dynamique d'adhésion. Je ne vais pas la clé magique qui le permet, mais en tout cas c'est un axe de réflexion qu'il faut avoir. Il faut qu'on ait des syndicats plus forts, plus représentatifs. Représentatif, ça veut dire tout et pas grand chose. La CGT n'a pas forcément beaucoup d'adhérents par rapport à d'autres syndicats européens, n'empêche qu'elle est capable de mobiliser plus que la plupart des syndicats européens. Donc c'est pas que le nombre d'adhérents qui compte, c'est aussi l'implantation dans la société. Et ça c'est véritablement revenir un petit peu à la politique telle qu'elle était au début du XXe siècle, c'est-à-dire la formation populaire, des bistrots ouvriers, des restos ouvriers, on peut l'appeler autrement, mais tout ce qui participe à cette mobilisation-là, parce que quand on dit à la plupart des travailleurs la hiérarchie des normes, ça leur dit rien, parce qu'ils n'ont pas reçu l'information, finalement, ils n'ont pas le relais suffisant pour comprendre à quel point c'est important, à quel point ils vont se faire avoir dans les années qui viennent. Les militants le savent, ceux qui sont proches des militants le savent, les travailleurs le découvrent sur le tas. Alors, du coup, j'en viens à ma deuxième question, Julien. Alors, tu es spécialisé en droit du travail, dans ton activité comme avocat. Quelles conséquences concrètes sur le terrain tu as vues depuis l'adoption de la loi travail et des ordonnances Macron? Quelles conséquences ça a eu pour les salariés au prud'homme et dans leur rapport juridique avec l'entreprise? Les conséquences, elles sont assez nettes. Hein. On l'a vu dans les mois qui ont suivi les ordonnances. D'abord, c'est la chute des contentieux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de contentieux. À Paris, c'est plus de 30% de contentieux en moins.
ce qui est vraiment énorme pour le coup, et dans certaines juridictions, on est à moitié moins de contentieux en moins. Alors pourquoi moins de contentieux? D'abord, il y a un effet psychologique, c'est-à-dire qu'on a tellement dit aux gens que ça servait à rien d'aller au prud'homme, qu'au bout d'un moment, il y en a un certain nombre qui n'y vont pas, alors qu'ils pourraient y aller, malgré tout. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est qu'effectivement, il y a aussi parfois moins d'enjeux. Quand un salarié a 1 an de présence ou 2 ans de présence et qu'il est viré, même s'il conteste son motif, l'enjeu financier n'est pas énorme, compte tenu des ordonnances. On ne peut pas mettre la pression, enfin c'est difficile de mettre la pression sur l'employeur en demandant beaucoup, parce qu'il sait, il n'est pas con, que la loi encadre ce préjudice. Donc, alors évidemment, on a des techniques. Moi, je multiplie les demandes. C'est-à-dire que je vais faire des demandes sur le licenciement, je vais faire des demandes sur le harcèlement, sur la sécurité, sur la bonne foi, sur les heures supplémentaires, s'il y en a 2 qui manquent, je vais les demander. Mais n'empêche que, juridiquement parlant, l'enjeu, il s'est quand même pas effondré, mais enfin, il a quand même diminué. Et la troisième conséquence, c'est sur les transactions. C'est-à-dire que quand on négocie avec un employeur, bah forcément on négocie à la baisse, parce que c'est pareil, le risque juridique, comme il est calculé par l'employeur, comme il est trop prévisible par l'employeur, bah forcément la négociation se fait de façon plus difficile. Donc en fait, moi ce que j'ai constaté, c'est donc 2 choses. D'abord une chute des contentieux, et deuxièmement une diminution de l'indemnisation, que ce soit par le biais de la transaction ou par le jugement. Parce que le juge, évidemment, il ne va pas au maximum, quoi. Il va au maximum dans certaines situations, mais sinon il va un peu au milieu, ou un peu plus, ou un peu moins. Donc forcément, que ce soit par le biais de la décision de justice ou par la transaction, il y a une diminution de l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle. Oui, peut-être moi pour donner un éclairage plus sur le volet collectif, c'est-à-dire les droits des travailleurs et de leurs représentants dans l'entreprise. Encore une fois, les ordonnances Macron ont mis fin à 3 institutions séparées qui étaient des institutions historiques de la représentation du personnel, les délégués du personnel créés en 1936, les comités d'entreprise créés en 1945 et les CHSCT dédiés à la prévention et les conditions de travail créés en 1982. Désormais, la loi impose que ces 3 instances soient pour toutes les entreprises fusionnées dans une instance unique qui est dénommée CSE pour Comité social et économique de l'entreprise. Et ce CSE, ce passage n'est pas une simple fusion à moyens constants et à droit constant, c'est une fusion qui aboutit à ce que les représentants du personnel aient globalement moins de droits. Tout d'abord, moins de moyens puisqu'on diminue le nombre d'élus, on supprime la représentation au niveau des échelons de proximité qui étaient les délégués du personnel et les CHSCT qui étaient au niveau des établissements, donc au plus proche des terrains, au profit de structures beaucoup plus éloignées au niveau des directions centrales d'entreprise. Donc le risque, c'est déjà d'un éloignement de la représentation syndicale qui a déjà des problèmes peut-être pour être en contact avec sa base et son terrain, et en plus on a diminué le nombre d'élus et réduit globalement les volumes d'heures disponibles, d'heures de délégation sur lesquelles les syndicalistes ou les représentants du personnel, même non syndiqués, puisqu'on pouvait être non syndiqués représentants du personnel, pouvaient travailler, aller sur le terrain, échanger avec les salariés, etc. Et en plus, on leur a imposé des règles comme quoi désormais les réunions peuvent avoir lieu en téléconférence, qu'on a plafonné la durée même des réunions de comité social et économique, ce qui veut dire que voilà, maintenant l'employeur il contrôle totalement le calendrier. Le calendrier global avec les délais préfixes d'information consultation, où il lance son information consultation, même s'il n'est pas véritablement sincère, à partir du moment où il met un minimum de forme, l'avis est considéré comme rendu, même s'il n'y a pas véritablement eu d'échange, et en plus il peut même faire en sorte que ce ne soit plus qu'un théâtre d'ombre, on fait venir quelques délégués à Paris pour leur parler de ceci et de cela, sans qu'ils aient véritablement les moyens de participer, ça ce terme est important, de participer à la détermination, aux orientations de l'entreprise dans leur fonction de représentation. Et ça, les comités socio-économiques sont en train d'être mis en place progressivement. Ils doivent, toutes les entreprises doivent les avoir mis en place après élection au 1er janvier 2019. Et comme en plus, désormais, la loi ne garantit plus qu'un service minimum par disposition supplétive sur les moyens de ces CSE, les représentants du personnel en sont réduits à devoir
négocier à la baisse, c'est-à-dire s'ils veulent sauvegarder le CHSCT parce qu'ils estiment que c'est important de conserver une partie des prérogatives du CHSCT, la loi ne le garantit plus, donc l'employeur il leur dit d'accord, tu veux garder ça, mais tu vas lâcher sur autre chose. Donc on va baisser tes heures de délégation, on va renoncer à une partie du droit à l'expertise, et peut-être même qu'il peut y avoir des deals entre guillemets beaucoup moins improbables. On va se dire, à la prochaine négociation sur les salaires, tu sais que moi ça fait longtemps que j'ai envie de revoir la prime d'ancienneté, pour reprendre l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, qui sait ce qui peut se passer. Donc là, le rapport de force était déjà relativement structurellement défavorable aux organisations syndicales. Ce qui leur restait, c'était le levier juridique et la menace qu'elles pouvaient utiliser en disant attention, vous faites un délit d'entrave qui était passible du pénal. Et effectivement, l'employeur, ça pouvait le forcer à réfléchir, à être un peu plus conciliant et à se mettre autour de la table. On leur a retiré ces leviers. Alors qu'est-ce qui reste? Il en reste quand même un certain nombre. Il ne faut pas non plus absolument totalement noircir le tableau, mais on leur a retiré un grand nombre de prérogatives et ça pose question sur comment ce système va fonctionner, va être en mesure de prévenir les tensions au travail, les suicides au travail, etc. etc. Et certaines entreprises sont conscientes de ça. Moi j'ai vu des accords collectifs où les employeurs eux-mêmes étaient favorables au maintien des CHSCT sous une forme ou sous l'autre. Ils sont bien conscients que ça ne va pas fonctionner, qu'il va y avoir des problèmes bien plus graves que ceux qui sont censés être résolus par cette remise en cause de la hiérarchie des normes et des droits des représentants du personnel. Peut-être une suggestion ou une idée sur cette fusion justement des différentes institutions du personnel. Donc effectivement, on a supprimé délégués CE, CHSCT. C'est vrai, il y a moins d'heures de délégation, moins de moyens, etc. Ça, il faudra à un moment donné revenir en cause. En tout cas, il faudra se battre pour les récupérer. Ça, c'est certain. Là où je donne une piste, une idée, en tout cas un sentiment, c'est que pour le coup, l'institution unique peut être une force si on sait l'utiliser. Personnellement, je suis pas sûr qu'il faille se battre pour réintroduire une institution de DP, une institution de CE, une institution de CHSCT. Encore une fois, on peut discuter dans certains secteurs d'activité. Mais je pense que l'institution unique, on l'appelle comme on veut, comité d'entreprise ou autre, ça peut être une force parce que ça devient l'interlocuteur unique sur tous les sujets. Avant, dans certaines grandes sociétés, en tout cas, le CHSCT va être tenu par un tel, le CE par un autre, les DP, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons, il y en a qui sont présents, qui ne sont pas présents, il y en a qui s'entendent, qui ne s'entendent pas. Avec une institution unique, ça peut donner une force. Si on retrouve évidemment un certain nombre de moyens, l'entrave, les expertises, les heures de délégation, etc. Ça, il faut reprendre ces moyens. Mais une fois qu'on aura repris ces moyens, ça peut être une force, ça peut être véritablement une institution de co-direction quasiment. Si on va plus loin, là on sera vraiment au pouvoir depuis longtemps. Ça peut devenir à un moment donné une formation qui aura un impact sérieux à vie sur les décisions de l'employeur. Plus qu'un émiettement des institutions. Ça c'est un sentiment que peut-être même il faudrait avoir sur ce point. Très bien, donc comme on l'a vu, bon, on sera d'accord tous les trois, le paysage n'est pas très joli à regarder en ce moment. Après l'adoption de ces lois, il y a une précarisation généralisée à tous les secteurs, une mise en concurrence des salariés et des entreprises entre elles. La conclusion finalement pour chacun d'entre vous de ce débat, alors moi je me permettrai d'apporter la mienne, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que la gauche reprenne conscience de la nécessité que l'État soit un régulateur du monde du travail à tout point de vue, économique, social, etc. Le travail est énorme parce que Julien le disait tout à l'heure, aujourd'hui les syndicats sont un peu désertés, les partis politiques aussi, donc on a vu disparaître la plupart des instituts ou des écoles de formation dans les partis politiques, dans les syndicats, donc le travail est énorme, mais on voit quand même naître ici ou là des luttes. Tu le disais tout à l'heure, Wilfried, il y a des tribunaux qui finissent par reconnaître des travailleurs indépendants comme étant en fait de véritables salariés dans un certain nombre d'entreprises. Il y a des luttes sociales qui se mènent dans des boîtes et qui permettent, je pense par exemple aux Arjovédines dans la Viserne, dans le Pas-de-Calais, qui après 3 ans ont réussi à faire réouvrir l'usine et à faire reprendre une grande partie des salariés. Donc il y a quand même de l'espoir parce que quand on se bat, ça fonctionne. Donc finalement, ma conclusion, vous donnerez la vôtre,
c'est quand on arrête de se battre finalement que la droite, les libéraux, etc. arrivent à reprendre des droits et à remettre en cause les fondamentaux qu'on avait obtenus depuis 150 ans. Donc la gauche doit se réveiller et les travailleurs doivent se mobiliser. Ça ne peut pas venir simplement d'une élection, c'est un travail à long terme qui doit se faire petit à petit sur chaque terrain, dans l'entreprise, dans les partis, dans les syndicats, pour pouvoir reconstruire une législation plus favorable et un rapport de force. Parce que, contrairement à ce qu'essayent de faire croire les macronistes, on n'est pas dans un monde gentil et consensuel. Le monde du travail, c'est un monde qui est violent et où le rapport de force est important. Les salariés doivent s'en ressaisir et repeser dans le débat. Donc Wilfried, je t'invite à conclure et après Julien. Oui, le rapport de force est absolument fondamental, hein, ça c'est indéniable. Il y a de toute façon le bon dicton du syndicalisme, c'est quoi? C'est si je peux pas passer par la porte, je passe par la fenêtre. Si je peux passer par la fenêtre, je passe par la cheminée. Si je trouverai un moyen de passer. Donc de toute façon, il faut se battre, qu'on soit sous l'empire du CE, du CSE, il va falloir continuer à se mobiliser. Maintenant, ça complique les choses. Il faut impérativement, c'est un préalable, qu'effectivement la loi redevienne la norme hiérarchique supérieure et que le code du travail cadre les choses, quitte à laisser des marges de manœuvre évidemment au niveau local, mais avec quand même un minimum de garde-fous, ce qui est moins le cas qu'auparavant. J'ajouterais juste une chose, c'est que les éléments d'information que je peux avoir, c'est que même dans les pays où les syndicats sont nettement plus puissants qu'en France, ils sont confrontés aux mêmes difficultés. Même en Allemagne, où la cogestion historique est amplement vantée, les syndicalistes allemands vous disent oui, mais à l'intérieur de mon entreprise, oui, effectivement, c'est un outil, c'est quelque chose. Mais le problème, c'est que j'ai pas de vision chez les sous-traitants qui se multiplient, j'ai pas de vision sur les filiales à l'international qui ont été créées par mon employeur. Donc là aussi, on touche un élément de régulation supplémentaire qui fait que le combat ne viendra pas uniquement du côté des travailleurs et de leurs représentants, même si à mon avis, ils ont un rôle important à jouer pour se réapproprier le travail et l'outil de travail, ça c'est le fondement, mais ça implique aussi qu'au-dessus, il y ait quand même un minimum de régulation pour que, même si vous n'avez que des coopératives et qu'elles sont soumises à une concurrence impitoyable, ça va saigner quand même. Merci Wilfried. Julien. Oui, alors effectivement, retrouver les moyens de lutte, ça suppose que chacun fasse ce qu'il sait faire, que les partis politiques de gauche fassent ce qu'ils savent faire et les syndicalistes fassent ce qu'ils savent faire, en tirant évidemment dans le même sens. Parce qu'effectivement, ce qu'on voit, effectivement, l'exemple de l'Allemagne ou d'autres pays qui sont de ce point de vue-là en avance, si j'ose dire, sur nous, ce qu'on voit, c'est surtout l'individualisme. Mais en fait, c'est ça l'objectif, l'individualisme, chacun pour soi, chaque entreprise pour soi. Moi, dans mon entreprise, c'est mieux parce que je suis sur un bon marché, j'ai des marges, donc je peux donner des heures, je peux donner des machins, des trucs. Donc c'est très bien, mais le petit voisin à côté, sur qui tu t'appuies, celui qui livre ton matériel, lui par contre, il est dans un secteur où il n'a pas d'heures supplémentaires, etc. Et en fait, la logique de tout ça, et on le sait, hein, c'est de séquencer, c'est-à-dire que chacun dans son domaine, chacun dans son secteur, chacun dans sa branche, et c'est comme ça qu'on contrôle les gens. Alors que s'ils sont tous ensemble, s'ils ont un intérêt commun, évidemment, ils sont beaucoup plus dangereux. Donc nous, en tant que responsables politiques et les syndicalistes les syndicats doivent tirer dans le même sens. C'est-à-dire que nous, on doit faire cette propagande intellectuelle et les syndicats doivent faire ce travail à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire en disant que c'est pas parce que nous, on a des ressources que les petits copains, ils en ont. Donc ça va être un travail très long parce qu'il faut... Les batailles politiques viennent après les batailles intellectuelles, souvent. C'est-à-dire que c'est comme ça, hein, on sait. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est 30 ans de bourrage de crâne. Je veux dire, depuis les années 90-2000, on n'entend que ça. Alors ils ont mis 20 ans à le faire, mais ils finissent par y arriver. Peut-être qu'il nous faudra aussi 20 ans, j'espère pas, j'espère que ce sera plus rapide pour tout le monde, mais en tout cas c'est ce travail intellectuel-là qu'il faut faire et il faut effectivement rien laisser passer sur effectivement on l'a dit, sur la hiérarchie des normes et sur les barèmes, etc., sur l'intérêt du syndicat. Voilà, il faut rien laisser passer. Quand j'ai un salarié
salarié, moi en tant que Kylian Ward, est-ce que je dois me faire accompagner à l'entretien préalable? Je dis bah oui, mais le délégué je le connais pas. Bah, vous l'appelez, vous vous débrouillez, mais vous l'appelez. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec vous. Vous pouvez pas rester sans, c'est pas un collègue qui passe parce qu'il n'osera pas, parce qu'il n'osera pas prendre des notes, il n'osera pas poser de questions. Donc allez voir quelqu'un, voilà. Donc, et ça malheureusement ça se perd, donc on doit le reconstruire. Donc cette bataille d'idées, là il faut la mener effectivement partout, que ce soit dans la fête de l'OND, dans son entreprise, à la télévision, dans les spectacles, dans les films, dans la littérature, dans la voilà, partout ça doit se mener, c'est comme ça qu'on y parviendra. Parce que on a, je pense, la possibilité, et je termine là-dessus, encore en France, d'avoir un monde du travail qui a une culture, qui a une histoire, qui a une tradition. C'est pas le cas malheureusement dans tous les pays, même dans les pays développés. Nous on a une tradition de lutte. On a une histoire de lutte, donc il faut s'en servir. Les 1er mai, les grandes fêtes, etc., elles doivent nous servir à remobiliser notre classe, quoi, tout simplement. Nos classes, puisqu'elles sont plusieurs, les classes laborieuses. Mais c'est par ce chemin-là qu'on y arrivera petit à petit. Sinon, on continuera à subir. Enfin, on a quand même, là on voit par exemple la grève de la RATP, qui est quand même extrêmement suivie. C'est plutôt une bonne nouvelle. Personnellement, je trouve, je pense qu'on est tous d'accord que c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a peut-être, avec le mouvement des Gilets jaunes, les gens vont commencer peut-être à s'y intéresser. À partir du moment où ils s'y intéressent, ça commence à devenir positif. Parce que s'ils se posent des questions, on leur donnera et on leur trouvera les réponses. Merci Julien, merci Wilfried d'avoir participé à ce débat. Je remercie les organisateurs pour les conditions optimum dans lesquelles il a été organisé et je remercie les personnes nombreuses qui sont venues y assister et à tous une bonne soirée.